Cette vidéo est sponsorisée par vous. En rejoignant mon Patreon, vous permettez à la chaîne de continuer et de mieux se développer. Vous pourrez voir le prochain Fermela en avance, vous aurez accès à mon Discord exclusif où je partage des infos sur le déroulement du prochain Fermela et où je montre des extraits tout frais quand j'ai réussi à finir le montage. Et vous pourrez même choisir un prochain jeu que nous testerons sur ma chaîne Twitch où on rigole bien sur quelques jeux que je découvre et où on passe d'autres moments rigolos dans le style chaque mercredi. Ou même un film dont nous parlerons dans le vidéo club virtuel avec des potes un samedi sur deux, aussi sur Twitch 21h. Merci à vous et bonne vidéo. Bonjour à tous, comment ça va? Moi je suis fatigué parce que je suis très en retard sur ces satanés vlogs. Vous avez vu combien de temps a duré le vlog sur les mentions honorables, donc du coup vous devez vous douter à quel point je suis épuisé de devoir monter tout ça. Et en plus de ça, j'ai un rhume, super. Mais enfin, comme je le disais dans la vidéo sur les mentions honorables, l'une des difficultés cette année pour faire ces classements, c'était qu'il y avait beaucoup trop de bons films. Encore une fois, j'ai vraiment la haine contre les gens qui disent « Oh, il y avait pas de bons films en 2025, ferme ta gueule ». Mon top était quasiment rempli avant la moitié de l'année. Le reste de l'année, ça n'a pas arrêté de chambouler mon top 15. Ça a été très dur de choisir que 15 films. Vous avez vu dans les mentions honorables combien de temps ça a duré la section films presque dans le top? D'où ça sort tous ces gens qui disent qu'il n'y a pas eu de bons films en 2025? Faut arrêter de regarder les blockbusters Disney, Marvel et tout, hein. Et encore, même en termes de Disney, Marvel, c'est pas la pire année. On a quand même plus de médiocres qu'autre chose. Là, je regarde sur ma liste, j'ai mis aucun film Disney et aucun film Marvel. Il y en a un qui est techniquement du studio Disney, mais voilà, pas directement. Et encore, il y a quelqu'un dans les commentaires des mentions honorables qui m'a fait remarquer « Tiens, c'est bizarre, tu n'as pas parlé de ce film dont tu avais pourtant laissé une petite note positive sur ton sens critique. » Et là, je suis genre « Putain, oui, j'avais complètement oublié. » Donc du coup, encore un film que j'ai oublié de mettre, Vacances forcées. On en profite pour le balancer par là, voilà, c'est l'intro. Allez, on va vite passer au top 15, vous en faites pas. Et ouais, c'est un film que j'ai vu juste parce que mes parents voulaient regarder, qu'on regarde un truc en famille, voilà. Et ça avait l'air de les intéresser. Moi, j'étais genre, oui, si vous voulez, hein, c'est 2025, hein, ça peut toujours être matière pour un de mes top et flop. Et vu le concept, voilà, acteurs français célèbres qui passent des vacances ensemble, voilà, bah, je me doutais que ça allait être un truc chiant à la barbecue, camping ou un truc comme ça. Surtout que voilà, il y a un petit peu des commentaires sur les classes sociales et tout, je me disais, et allez, ça va être encore un film de droite et tout, bah... Finalement, non. Non seulement c'était très sympathique comme film, mais en plus, ça donne peut-être l'impression sur certains bords d'être centriste, mais non, si tu regardes bien, il tape pas du tout sur le mec de gauche joué par Clovis Cornillac, et tape beaucoup plus sur les mecs de droite qui sont en train de passer des vacances avec lui. Les personnages ont une super alchimie, tu achètes complètement leurs relations et tout. Donc ouais, vous faites pas avoir par la vibe de comédie française short dans celui-là, il est pas mal du tout. Il est un peu plus qu'une simple comédie. Et un autre film que j'ai oublié de mentionner dans les mentions honorables, décidément mon cerveau est rempli de trous, Roofman, le film sur ce mec qui, après avoir braqué un McDonald's, est allé se planquer dans un Toys R Us et a réussi à y vivre pendant 6 mois, sans que personne ne sache qu'il vivait là-dedans. Et c'était très bien mené. Bon, on s'en doute qu'ils ont pas mal dramatisé certains points, mais le réalisateur Derek Klangfranz, qui pourtant je suis pas spécialement fan de ses films, a réussi à bien profiter de cette histoire pour faire un truc vraiment touchant, vraiment intéressant, et c'est de loin l'une des meilleures prestations de Channing Tatum que j'ai jamais vues. Bon, enfin, ça c'est fait, voilà, je vais pas vous faire plus attendre plus que ça, surtout que je dois finir cette vidéo au plus vite parce que bientôt le mois de février est terminé. Donc du coup, on va commencer avec un des films qui avait dégagé celui-là. Ouais, c'est le film d'Edgar Wright qui l'a dégagé, celui-là, c'est quand même très impressionnant. En numéro 15, nous avons Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Alors, vu que c'est un film japonais, oui, je me doute que c'est techniquement un film de 2022, 2023, quelque chose comme ça, mais il est arrivé en France en 2025, je le compte comme 2025. Ce film-là, c'est probablement un des meilleurs films japonais que j'ai vu sur l'histoire d'une petite fille, voilà, parce que j'avais vu d'autres films qui se concentraient vraiment sur la jeune enfance, genre maternelle, dans certains films d'animation japonais, mais genre je sais plus comment ça s'appelle, le film de Mamoru Hosoda, là, mettre l'affiche ici, et celui-là était sympathique, mais je l'étais pas non plus complètement conquis. Et Toto-chan, là, il y a eu zéro souci pour me conquérir, parce que la gamine, elle ressemble à une vraie gamine, genre tu sens des moments où ils se contentaient de juste filmer une gamine ou quoi, et voir comment elle se comporte, comment elle bouge, qu'est-ce qu'elle fait quand elle s'ennuie, etc. Et ils ont réussi à bien capter ça. Ça, plus le fait que c'est pas une petite fille totalement normale, voilà, c'est une fille un petit peu perturbée. Et on est au Japon avant Seconde Guerre mondiale, donc du coup, l'éducation, il y a encore du boulot. J'imagine qu'il y a toujours beaucoup de boulot là maintenant, hein, malheureusement. Hein. Et du coup, la gamine est envoyée dans une école spéciale, faite pour les enfants qui ont l'air d'avoir un tempérament un petit peu spécifique. Voilà, donc il dit jamais si la gamine est neuroatypique, tu le devines, ou voilà, tu devines que c'est une école spécialisée pour ces personnes-là. Et un gamin, je crois qu'il a chopé un truc genre la polio ou quelque chose, ce qui fait que son bras et sa jambe sont quasi
quasi morte, voilà, il est handicapé le pauvre gamin, quoi, il doit avoir même pas 5 ans, quoi. Donc c'est clairement une école spécialisée, et en plus, la petite gimmick assez sympa, c'est que leur salle de classe, en fait, c'est des trains recyclés qu'ils utilisent pour avoir l'espace dedans pour faire leur cours à l'intérieur, et c'est une assez bonne idée, et en plus, ça amuse bien les gosses, donc voilà. Et ils ont un système éducatif qui est vraiment pas mal du tout, c'est pas genre, on essaye de te forcer une connaissance à l'intérieur, on n'essaye pas de te forcer une éducation ou quoi que ce soit, non, c'est juste, on prend le temps qu'il faut, on t'encourage dans tes expérimentations, voilà, tu découvres un petit peu la vie comme tu veux, tu lis les livres que tu veux, tu joues les jeux que tu veux, et du coup, bah, ouais, les gosses, ils se découvrent petit à petit, et c'est peut-être, mais finalement, le meilleur système d'éducation. Après, voilà, vous avez peut-être tilté au moment où je dis, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, donc là, vous êtes en train de vous dire, ils vont se faire bombarder, c'est ça? Non, ils vont pas se faire bombarder. Par contre, il y a les mauvaises nouvelles qui arrivent par-ci par-là. Déjà, pour le gamin qui a la polio, est-ce que vous avez vu My Girl? Spoiler. Voilà, il y a un petit côté My Girl avec cette histoire avec le gamin handicapé, voilà, avec les deux qui ont une super amitié, qui s'entendent très bien et tout, surtout que voilà, le gamin handicapé, voilà, il est clairement un petit peu pessimiste, clairement il a perdu un petit peu son envie de vivre ou quoi que ce soit. Il y a même une petite scène un petit peu déchirante où t'as sa mère qui est tout le temps ennuyée de voir que chaque fois qu'il rentre pour se faire nettoyer ses vêtements et tout, ses vêtements sont toujours nickel, archi propres, et il a suffi d'une journée où il s'amuse avec Toto-chan pour qu'elle voit que ses vêtements sont tout sales, voilà, genre vraiment ça veut dire qu'il a fait des trucs, il s'est amusé, il a fait des activités, et là elle se met à pleurer parce que putain mon gosse a fait un truc de la vie normale. Tandis que Toto-chan justement c'est la gamine qui est tout le temps positive, qui voit toujours le merveilleux autour d'elle, et qui encourage le gamin justement à essayer de nouvelles choses, à prendre des risques, etc. Et ouais, le reste de son environnement, elle comprend pas tout parce que voilà, elle est trop jeune pour comprendre, mais toi tu comprends ce qui se passe. L'une des meilleures scènes, c'est une scène où elle va aller voir son père qui a un concerto, et voilà, il est musicien dans un orchestre ou quelque chose comme ça, voilà, et ils ont parmi eux, je sais pas si c'est un conducteur ou un chef d'orchestre ou un truc comme ça, je sais plus les termes, voilà, excusez-moi, les termes techniques comme ça, j'ai parfois du mal, et cette personne est allemande parce que voilà, c'est la période, ça a commencé un petit peu, et pendant qu'ils sont en train de faire une répète, il y a un moment où ils font une pause et ils écoutent la radio qui annonce que ça y est, le Japon s'est allié à l'Allemagne nazie, et là où les autres japonais ils sont genre ouais, enfin on va être appuyé à une patrie forte et tout, l'allemand lui il est genre on va faire avec, hein. Ouais, j'adore les films qui rappellent que le premier pays que les nazis ont envahi était l'Allemagne. Voilà, il y a aussi des Allemands qui ont été victimes de cette saloperie. Il y a des choses encore pires qui se passent, mais malgré tout, malgré les choses horribles qui se passent clairement dans ce film, tu retiens quand même les meilleurs moments, les moments les plus positifs de cette histoire-là. Donc du coup, voilà, même si ça parle de guerre et d'horreur et tout, et d'un pays qui va se faire ravager, t'as quand même un bon feeling, quoi. C'est quand même étrangement feel good, finalement. Parce que justement, comme Toto-chan, malgré toutes les horreurs qu'il y a autour, les horreurs de la vie, tu arrives à voir la beauté de ce monde, quoi. Ça, plus le fait que l'animation est magnifique, quoi. Ils ont vraiment un style très dessin de livre pour enfants, et quand ils se permettent de profiter un petit peu de l'imaginaire de la gamine, là, ils font des trucs magnifiques. Non, vraiment, c'est une pépite d'animation, ce film-là. Voilà, j'en ai déjà trop dit, vraiment, faut regarder Toto-chan, c'est vraiment un petit bijou, quoi. En numéro 14, nous avons le Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors, j'avoue qu'il y a une petite part de moi qui était peut-être un petit peu trop emballée pour le film. Je vais pas dire déception, parce que c'est tellement un mot fort, tu vois, mais voilà, c'est juste que je n'ai pas été autant touché que La Forme de l'eau, ou Pinocchio, ou Le Labyrinthe de Pan, ou même Hellboy 2. Alors, c'est pas non plus un film où j'étais un petit peu appâté, comme Nightmare Alley ou Mimic, mais voilà, quoi, un Guillermo del Toro moins bon que d'habitude, c'est quand même un truc qui se retrouve dans le top, pour dire. Vous avez toutes les qualités habituelles de Guillermo del Toro, quoi, forcément son amour du film de genre, son amour de l'esthétique gothique et des monstres, etc. Spoiler, le monstre est gentil dans celui-là, parce que j'ai envie de dire, la pop culture a toujours préféré le monstre à Frankenstein, donc évidemment, mais aussi il fait la même chose que dans Pinocchio, à savoir de prendre cette créature et d'en faire vraiment limite une histoire autobiographique, quoi. Voilà, encore une fois, il parle un petit peu de son vécu, de son rapport compliqué avec son père, de comment c'était difficile de gérer avec des producteurs, voilà. Encore une fois, le producteur, il est joué par Christoph Waltz, comme dans Pinocchio en plus. Il y a sa découverte d'un nouveau mentor, il y a un petit peu sa confrontation avec ses propres moments d'égo
égoïsme où il a vraiment été pas cool et il commence à avoir des regrets, etc. Et c'est peut-être le truc qui fait que j'étais un petit peu moins dedans, c'est que, ouais, finalement, tu racontes pas plus sur ce sujet-là par rapport à Pinocchio, mais il le raconte quand même bien, il en fait quand même une vision super intéressante de Frankenstein, surtout que, voilà, clairement, il respecte beaucoup le bouquin, malgré qu'il y met un petit peu de sa part. Pour vous dire, c'est une des rares adaptations à adapter la partie où il y a le bateau en Antarctique, là. Les acteurs sont au top, hein. Oscar Isaac, il est délicieusement détestable en Frankenstein, voilà, j'aime bien le fait qu'il en ait fait un masculin, genre, dans celui-là, il se marie pas, c'est son frère qui se marie dans celui-là avec le personnage de Mia Goth, et il reprend bien l'ego du personnage, mais aussi lui rajoute une vraie jalousie pour sa propre création, voilà, sa frustration créative de pas avoir pu faire un être parfait, et en plus cet être parfait est déjà en train de séduire la femme qu'il aime secrètement. La fiancée d'ailleurs, le personnage joué par Mia Goth, bah c'est probablement l'une des meilleures versions de ce personnage, parce que c'est une version qui ne se laisse pas faire du tout, voilà, c'est pas du tout la femme apeurée qui voit le monstre qui est genre non, y a rien de tout ça. On en fait même pas la fiancée, tu sais, on essaye pas de la ressusciter une fois qu'elle se fait tuer après une confrontation. Qui est un petit peu étonnant parce que je m'attendais à ce qu'ils allaient à ça, surtout que connaissant Guillermo del Toro, faire la fiancée de Frankenstein avec Mia Goth, ça aurait sûrement une esthétique super, mais non, il le fait pas parce que je me dis. Ouais, c'est vrai que peut-être que finalement c'est pas ce qu'aurait voulu le monstre, il aurait pas voulu forcer cette pauvre femme à devenir ce qu'elle veut pas être, et Frankenstein, lui, clairement il a tellement détesté faire cette créature, il est pas parti pour en faire une deuxième, donc ouais, en fait c'est cohérent que ça arrive pas. Et est-ce que j'ai besoin de dire que le film est magnifique? Oui, voilà, l'esthétique Guillermo del Toro, elle fait encore ses preuves. C'est juste que voilà, del Toro c'est généralement un réalisateur que j'ai plus l'habitude de le mettre dans mon top 10, top 5, voilà, et là il se retrouve plutôt dans le top 15, non mais c'est toujours un excellent film, c'est juste pas mon préféré de Del Toro, ce qui ne veut pas dire grand chose, hein. Honnêtement je préfère le moins bon de Del Toro au meilleur de Brett Ratner, hein. J'arrive pas à croire que ce mec a toujours une carrière en faisant de la lèche à des fachos, quoi. Bref, concentre-toi, les bons films, bref. En 13ème position, nous avons Arco. Oui, parce que définitivement c'était plutôt une bonne année pour l'animation en général, que ce soit l'animation française ou l'animation asiatique, hein, on en parlera plus tard, et en plus c'est un film de SF, mais en plus pas un film de SF un petit peu comme on a l'habitude de voir, non, c'est une SF très... c'est pas... J'ai pas envie de dire Moebius, parce que c'est tellement cliché de comparer ça à Moebius, mais... Après, ouais, il y a peut-être certaines technologies qui font, en tout cas, vieille BD francophone de science-fiction, où ils font un petit mélange entre un petit côté un petit peu mignonné, imaginatif, rond, et pratique dans la technologie qui est mise en place. Mais ce qui a surtout capté l'attention des gens, c'est surtout le côté Miyazaki, hein, le fait que tout repose sur cette gamine qui rencontre un autre gamin qui vient d'un autre monde, et c'est cette amitié qui est un petit peu mise à rude épreuve, parce que comme il est pas dans son monde, il y a un petit peu tout le monde qui le cherche, voilà, des scientifiques un petit peu bizarres qui, pour le coup, oui, les trois scientifiques avec les lunettes arc-en-ciel, c'est pas exactement un personnage que Miyazaki aurait animé, mais c'est clairement des personnages qu'il aurait écrits. Et avec ces deux personnages, tu comprends bien que le film, il parle surtout de ces enfances qu'on surprotège peut-être un petit peu, alors que clairement ils ont ce besoin de découvrir le monde à leur façon, à leur rythme, quitte à prendre des risques, quitte à se mettre en danger. Bon, peut-être pas, on va peut-être pas mettre en danger les gosses, mais voilà, au moins un risque où ils peuvent ressortir meilleurs. Que ce soit le gamin qui vient d'un futur lointain ou qui a piqué un costume arc-en-ciel pour voyager dans le temps, voilà, oui, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais en fait quand tu vois dans le film lui-même, tu te dis ok, oui, j'accepte que dans ce monde-là, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais, le costume, il se transforme en arc-en-ciel, et voilà. Et la gamine, qui est dans un futur beaucoup plus proche d'une autre, qui est clairement en train de subir un petit changement écologique, et qui est surprotégée par la technologie, et ses parents, ils sont même pas là, ils sont en hologramme, parce que ses parents sont trop occupés à aller bosser, mais ils font toujours un appel Skype pour lui faire une petite histoire avant de s'endormir. Vraiment, ils ont trouvé un bon équilibre, que c'est pas les parents qui les ont laissés tomber, c'est juste les parents qui ne sont plus là pour pouvoir s'occuper d'eux pour X raisons, qui vont devoir grandir à leur façon finalement. Le film n'est pas encore sorti en numérique ou en format physique, mais dès qu'il sort, n'hésitez pas à le voir, parce que vraiment c'est une petite pépite, et voilà quoi, film d'animation française, faut défendre un petit peu quoi, c'est justement un des domaines où on est les meilleurs quoi. En numéro 12, on reste en France avec L'homme qui rétrécit. Yann Kounen qui fait le remake en France d'un vieux film de SF des années 50. Ok, tu as mon attention, j'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Et pour l'occasion, je me suis permis de voir L'homme qui rétrécit d'origine, voilà, parce que je me disais, ok, ouais, c'est un petit peu bizarre comme choix. Pas étonnant
étonnant, mais un petit peu bizarre. J'essaye de voir pourquoi tu as voulu faire ce truc, et voilà, il y a au-delà de toute la partie technologique pour les années 50, ouais, tout ce qu'ils font avec l'araignée, le chat géant et tous les trucs que le pauvre gars affronte quand il est à peu près cette taille-là. Ouais, il y a des trucs intéressants en termes de technologie, mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment ce qui intéresse Yann Kounen. Et là, on arrive à la fin où le mec, il a tellement rapetissé, il a tellement tout perdu, etc., que il voit le ciel et il commence à avoir cette réflexion philosophique de à quel point, voilà, je suis peut-être insignifiant dans cet univers, mais je fais partie de cet univers quand même. Et là, je suis genre... Voilà, c'est pour ça que Yann Kounen fait un remake là-dessus. Forcément de la philosophie métaphysique et tout, voilà, mais ça a l'air d'être son délire, donc ouais, je comprends pourquoi il a choisi ce sujet-là. Et vraiment, c'est un excellent remake. J'ai envie de dire, il est presque à égalité avec l'original, pour le coup. Voire, certains pourraient peut-être le préférer à celui-là. Parce qu'il y a des changements dans celui-là, et des changements qui sont plutôt pertinent au vu de l'époque. Par exemple, le coup du nuage nucléaire, voilà, c'était la mode dans les années 50 parce qu'on avait vraiment cette peur du nucléaire, mais à notre époque, voilà quoi, on sait très bien que t'as un nuage nucléaire qui passe, tu meurs du cancer, tu rapetisses pas. Le fait que ce soit un phénomène inexpliqué, voilà, c'est encore plus flou. Mais quelque part c'est mieux, tu vois, parce que justement tu t'embêtes pas avec une explication, voilà, tu l'acceptes, tu te dis, voilà, Dieu a décidé de s'acharner sur lui, ou il a pas eu de chance, il est tombé sur un phénomène cosmique, voilà, c'est limite, en étant encore plus osef sur l'explication, étrangement, ça passe encore mieux. Après tout, l'intérêt, c'est pas de savoir qu'est-ce qui a provoqué ça, c'est justement toute l'expérience qu'il a de rapetisser petit à petit. Et un autre changement par rapport à l'original, c'est que là, le fait qu'il rapetisse, ça devient pas une affaire publique. Il en parle à sa famille, à son docteur, mais ça s'arrête à ça, quoi. Il y a pas des journaux, il y a pas les médias qui parle de ça, et il n'y a pas cette scène où il va dans la rue alors qu'il est à peu près aussi petit qu'un enfant et commence à avoir une relation intéressante, pas vraiment romance, mais je comprends ta situation avec une femme de petite taille. Ça y a pas dans ce remake. Là, à la place, on se concentre plutôt sur le fait que le mec, il refuse d'admettre qu'il a un souci, il refuse d'admettre qu'il est malade. Et faire ça dans un film post-pandémie de Covid, c'est très pertinent parce que justement on a vu à quel point certains, ouais, ils refusent d'admettre qu'ils sont malades, qu'ils ont chopé le virus et qu'ils veulent juste continuer à vivre leur vie. Donc du coup c'est pertinent et ils font des choses intéressantes avec ça. Ils créent aussi de nouvelles scènes, comme par exemple une très belle scène où quand il commence à vraiment être tellement petit que ça commence à devenir handicapant, t'as cette scène où sa femme, voilà, elle est au bout du rouleau parce que voilà, son mari est en train de disparaître à vue d'œil, voilà, elle sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'elle va devenir et tout. Tu la vois allongée dans son lit toute triste et tout, et le personnage de Jean Dujardin la voit et essaye de la rassurer, et il se contente juste de se prendre par la main, enfin autant qu'ils peuvent, hein, parce que la différence de taille forcément, et c'est juste un très beau plan, cette tentative de retrouver un petit peu l'espoir qui est un petit peu vain, parce que voilà, c'est pas ça qui va arrêter la situation, mais voilà, c'était un très bon moment, un très bon rajout pour le coup. Ou encore une autre scène où il essaye encore de passer du temps avec sa fille malgré le fait que voilà, il commence à être plus petit que sa fille, il commence à être de la même taille que ses poupées, et il essaye quand même de l'amuser en faisant un petit jeu, en étant dans sa maison de poupées, en faisant la danse avec les poupées qu'elle a et tout. Sauf que voilà quoi, la gamine elle commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a comment c'est des habitudes de jeu qu'ils avaient, qu'elle essaye de faire mais qu'il y arrive pas parce que là il est tellement petit que le son devient vraiment assourdissant. C'est un truc qui a été déjà dans le film des années 50, mais je trouve que c'est encore mieux réussi parce que on a une plus grande maîtrise du sound design maintenant. Voilà, c'est un des quelques trucs où technologiquement forcément le remake fait mieux. Et bien sûr toute la partie où il essaye de survivre dans sa cave, où il affronte le chat, où il affronte une araignée. J'ai l'impression qu'il passe beaucoup plus de temps dans cette cave juste pour toute cette partie survie, où on détaille encore plus ces différentes techniques de survie, ce qui est pas mal pertinent. Ça rappelle avec Jean Dujardin en plus, ça rappelle un petit peu la fin de 99 francs finalement. Ils font preuve d'inventivité sur la façon dont il utilise son environnement et ses outils, voilà, pour pouvoir survivre et pouvoir trouver des solutions pour réussir à combattre ses prédateurs et tout. Donc ouais, tout ça est très bien mené. Mais surtout, là où il se concentre, c'est surtout la destruction de son ego. Voilà, il arrive un moment où il est tellement petit qu'il est pratiquement une proie facile pour une araignée gigantesque. Et là où les autres fois, il pouvait combattre, il pouvait se battre avec une aiguille ou un truc comme ça, là, il est tellement petit, il sait très bien qu'il est plus rien que, bah du coup, il peut juste rester immobile, baisser les yeux et se pisser dessus. Oui, le fait qu'ils vont jusque là, c'est un truc qu'ils auraient jamais fait dans le film des années 50 parce que c'est pas... Je crois que c'était interdit par la loi. Le fait qu'il va aussi loin, ça fait que c'est un bon apport au film original. Le film original, je vous conseille quand même de voir le film original. Je vous dis pas de remplacer le film original par le remake, faut jamais faire ça. Mais voilà quoi, il faut quand même des propositions intéressantes qui va beaucoup plus loin que l'original. Peut-être le seul point où j'étais un petit peu déçu, c'est que je m'attendais à la scène où il va voir le ciel et justement il a son questionnement philosophique, et de la part de Yann Kounen, je m'attendais à un truc beaucoup plus space, beaucoup plus j'ai pris des champignons.
Et au-delà du rajout du papillon qui vient le voir, qui lui bat des ailes, il lui fait du vent dans la gueule et repart, ça reste plus ou moins la même fin. Il voit le ciel, il voit à quel point il est insignifiant mais qu'il fait quand même partie de cet univers. Ça reste plus ou moins la même fin, on n'a pas ce délire visuel qu'on a souvent avec Ian Counen quand il a ce genre de sujet, mais après est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Je pense pas qu'il y avait vraiment besoin. Ouais, il a pas fait dans l'excès juste parce que c'est ce qu'on attend de moi. Donc ouais, pas du tout déçu par ce dernier Ian Counen pour le coup. C'était mieux que Mon Cousin là. Après je dis ça, mais si ça se trouve il a fait Mon Cousin pour pouvoir faire ce film là, donc ouais ça valait le coup. Ensuite nous avons le dernier épisode de À couteau tiré, Wake Up Dead Man. Alors j'ai pas trop en parler parce qu'on en a déjà parlé dans un vidéo club, vous pouvez retrouver la rediff sur Twitch pour le moment, et elle va bientôt arriver sur mon compte FG Priest Center sur YouTube. Et on en a parlé avec des potes, et ouais, alors c'est techniquement le moins bon de la trilogie, mais putain, si c'est ça le moins bon de la trilogie, alors c'est que c'est vraiment une excellente trilogie, quoi. Après, je dis trilogie, je sais pas s'il va continuer, je crois avoir compris que Netflix lui avait fait un contrat pour qu'il fasse 5 films, ou un truc comme ça. Mais comme Rian Johnson, il va pas enchaîner avec un autre épisode, c'est pas encore sûr s'il va y avoir un 4e film. J'aimerais bien qu'il y ait un 4e film, parce que clairement, il s'amuse beaucoup avec le personnage de Benoît Blanc, et... En plus... J'adore le fait que dans aucun des 3 films, c'est lui le protagoniste. C'est juste le personnage secondaire pour l'histoire d'un personnage beaucoup plus intéressant. Les véritables protagonistes, c'est Martha dans le premier, c'est la meuf qui l'aide dans Glass Onion, et dans celui-là, c'est le prêtre. D'ailleurs, c'est probablement mon préféré parmi les 3, parce que là où les autres étaient surtout, ok, je suis moins intelligent que Benoît Blanc, donc je vais juste lui faire confiance absolument. Là, ils ont l'air d'être un petit peu dans le même niveau d'intelligence, c'est juste qu'ils sont intelligents sur 2 domaines différents. Benoît, il est intelligent sur justement la compréhension psychologique et la méthodologie du criminel, là où le prêtre, il est plus intelligent sur ce qu'a besoin l'âme humaine, voilà, sur le côté beaucoup plus émotionnel. Et ce qui fait, t'as des scènes très marrantes où ils sont vraiment tous les deux sur la même longueur d'onde, comme par exemple quand ils commencent à comprendre qu'il y a quelqu'un qui leur demande de retrouver un truc, qu'il faut surtout pas qu'ils le retrouvent parce que c'est un gros connard ce mec-là, et qu'avec les quelques indices qu'ils ont eu, ils ont compris tous les deux en même temps que le truc qu'ils cherchent, il est juste derrière eux, et du coup ils font en même temps non, on sait pas où c'est, désolé, on peut pas t'aider là. C'est vraiment un duo parfait quand ils sont aussi intelligents l'un que l'autre, quoi. Et j'aime aussi leur première rencontre, justement, la scène où ils se rencontrent dans l'église et ils ont un petit peu cette discussion vraiment intéressante sur la nature de la religion, où bien sûr Benoît Blanc, on s'en doutait un petit peu, surtout qu'on a confirmé qu'il est gay dans le film précédent, qu'il est pas très fan de la religion. Il explique que voilà, ma mère n'a pas aidé pour me faire aimer ça, et c'est juste de la supercherie pour tromper tout le monde, c'est du storytelling pour justifier des crimes de haine, etc. Et pendant qu'il dit ça, tu peux voir que le ciel s'assombrit, voilà, tu as juste une fenêtre et la lumière qui passe à travers, et tu sens qu'il y a des nuages qui passent au moment où il dit ça. Et après ça, le prêtre, il t'explique, ouais, vous avez raison, c'est vrai qu'il y a pas mal de supercherie, c'est du storytelling, je veux dire, cette église là, elle se met dans un style européen gothique, alors que, voilà, elle a été construite au 19e siècle, on avait dépassé ce stade depuis longtemps, c'est une reproduction à la Disneyland, mais c'est un storytelling important, parce que ça apporte quelque chose aux gens, c'est une histoire qui guide les gens, etc. Donc finalement il y a du bon, et pendant qu'il dit ça, la lumière redevient claire, et ça c'est une très bonne utilisation de mise en scène, surtout que c'est très discret, certains ils peuvent ne pas capter que la lumière s'assombrit et s'illumine à ce moment-là de tel dialogue. Et c'est là aussi que je trouve que Rian Johnson, sur ce coup, il a été un génie tactique, tu vois, parce que toute la droite américaine a décidé que Rian Johnson était l'ennemi à abattre à tout prix depuis qu'il a fait les derniers Jedi, et forcément avec ses films Knives Out et Glass Onion qui sont très anti-riches, anti-droite et tout, forcément ils se sont donnés à cœur joie oh là là, ce connard il dit de mal des gens comme nous, etc. Mais dans celui-là, ce que je trouve intéressant, c'est que ok, il prend la religion, mais il en fait pas un truc anti-catholique. Non, il fait rencontrer une confrontation entre ce que devrait être la religion, quoi. Elle devrait pas dicter la conduite et inspirer les discours de haine comme le fait le personnage de Josh Brolin. Non, elle devrait guider, elle devrait aider les gens. Et c'est là qu'il a été un génie, parce que justement, toute la droite américaine essaye de faire croire que oh, il y a un mouvement anti-chrétien, on essaye de nous persécuter, et ce film-là montre bien que non, on n'est pas anti-chrétien, on est anti-connard qui utilise le christianisme pour justifier des crimes de haine. Et ouais, je parle de toute la philosophie et tout, de toute façon, c'est la partie la plus intéressante du film, parce que pour le reste les personnages sont tous intéressants, voilà, peut-être moins marquants et à développer que dans Glass Onion. Le rythme du film il est un peu plus lent, qui fait que ouais, forcément je préfère Glass Onion parce que Glass Onion était juste ultra fun, mais le rythme plus lent il est justifié parce que celui-là ça se passe sur plusieurs jours et dans une ville très tranquille, et l'un des sujets du film c'est de justement faire preuve de patience pour les besoins de son entourage, quoi. Il y a une superbe scène, la scène de la confession, ceux qui ont vu le film vous savez de quoi je parle, justement je la trouve excellente parce que justement
on confronte Benoît au besoin de prendre son temps pour aider les gens, ce qui va beaucoup servir pour la suite. Et aussi, il joue pas avec les codes comme il le faisait dans les deux précédents opus. Dans celui-là, il se contente de faire une enquête un petit peu classique, quoi, finalement. Qui n'est pas plus mal. Elle a pas besoin de faire plus. C'est peut-être même nécessaire pour cette histoire-là, justement, comme on parle de religion, donc de storytelling classique, que du coup, on reste sur le storytelling classique d'une enquête à la Agatha Christie, quoi, finalement. Mais ouais, techniquement le moins bon de la trilogie, mais toujours un très bon épisode. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, on a fait un vidéoclub là-dessus, on est plusieurs à en parler parce qu'on a vraiment kiffé ce film. Surtout que le vidéoclub qu'on a fait, on l'a fait avec des gens très intéressants, voilà, on l'a fait avec Johan et Damien qui ont beaucoup de choses à dire sur la religion et surtout sur le handicap. Parce que croyez-moi, la scène où la femme handicapée se lève quelques secondes, Glenn Close qui est genre « Oh mon dieu, c'est un miracle !» Et la meuf qui répond saoulée « Je sais me lever !» C'est juste que c'est très douloureux. Ça, c'est la scène qui a parlé à énormément d'handicapés. Ça, je peux vous le confirmer. Ah oui, le dernier truc, vu que j'ai parlé d'elle, Glenn Close, quoi. Ça fait plaisir à voir qu'après des années où Glenn Close, elle était pas mal sous-utilisée, je veux dire, même dans des bons films comme Les Gardiens de la Galaxie, quoi, elle est pas très bien utilisée. Celui-là, c'est la parfaite occasion de rappeler, c'était une super actrice à la base. On pourrait rappeler que c'est une super actrice. Et moi, j'aime bien qu'on rappelle que des actrices qu'on a un petit peu prises pour acquis montrent à quel point elles étaient super bien et qu'on a juste mal utilisé leur talent pendant des années. Et bref, si vous avez aimé les deux premiers, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas celui-là, mais voilà. Et si vous avez détesté les deux précédents, ben... merde. En numéro 10, nous avons une bataille après l'autre. Ouf. Paul Thomas Anderson est toujours enfant. J'ai pas détesté Licorice Pizza, mais j'avais un petit peu peur que, ouh là, ça sent le film où tu vieillis un petit peu, Paul. Mais là, non, ça c'est un des meilleurs films qu'il ait fait depuis des années, là. Un film qui est intéressant d'un point de vue politique, parce qu'il y a beaucoup de droitards qui sont genre, allez, c'est un film qui t'explique que tu dois laisser tomber ta famille pour être une résistance et combattre le patriarcat, être une girl boss. Waouh, vous avez absolument pas compris le film. En réalité, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que il tape un petit peu sur les deux bords, voilà, le truc que les droitards adorent prétendre quand ils font de l'humour, mais en fait, il tape pas sur les mêmes raisons. Il tape pas sur des raisons qui les met sur un pied d'égalité. Non, il montre bien que, ouais, il y en a clairement un qui est pire que l'autre, mais il y a toujours quelques défauts d'un côté ou de l'autre. Ça tape sur l'extrême gauche parce que ça cache pas du tout que, voilà, quoi, d'accord, tu veux résister pour combattre ce système qui persécute des gens qui font rien de mal, ok, oui, c'est une noble cause, mais voilà, quoi, t'es tout seul, ou en tout cas, même quand t'es entouré, vous êtes pas très nombreux, et vous combattez tout un système. Forcément, vous allez avoir beaucoup de mal. Et justement, ce beaucoup de mal, ça fait que beaucoup se retrouvent brisés, quoi. Que ce soit le personnage de Leonardo DiCaprio qui, au bout d'un moment, se retrouve dépassé par ce combat et doit se cacher pour protéger sa fille et tout. Et tout ce qui reste de lui maintenant, c'est une loque qui se contente de se droguer maintenant. Et sa copine, voilà, la mère de la gamine qu'ils ont eu ensemble. Enfin, spoiler, ouais. Elle, le cerveau a été complètement niqué par le fantasme de puissance que ça lui procurait d'être résistance et de pouvoir combattre le système. Ce qui fait que, au bout d'un moment, elle se détruit petit à petit, elle arrive même plus à aimer sa famille, et elle se retrouve à ce moment où, oui, au bout d'un moment, je fais ça juste pour l'adrénaline. Donc voilà, ça tape sur l'extrême gauche, mais plus pour montrer que c'est un combat extrêmement difficile, qui a l'air même impossible, même si c'est un combat nécessaire. Là où la façon dont ça tape sur l'extrême droite, c'est beaucoup plus radical, quoi, parce que, clairement, c'est vous qui êtes au pouvoir, faites pas genre. Donc clairement, il y a vraiment besoin de vous rabaisser, vous avez bien besoin de vous faire taper dessus, là, les mecs. Mais aussi, voilà, il y a ces suprémacistes blancs qui forment un groupe qui s'appelle le club des aventuriers de Noël. C'est vraiment du génie d'appeler ça, parce que d'un côté, ouais, c'est un petit peu la blague de... Ils se prennent ultra au sérieux alors qu'ils ont un concept complètement con de faire des aventuriers de Noël. Mais de l'autre côté, c'est du génie parce que, tu essayes de réfléchir à, ok, c'est quoi l'histoire derrière ce groupe, pourquoi ils se sont appelés comme ça. Si ça se trouve, c'est un groupe de potes, d'enfants de riches qui faisaient un club, et petit à petit, en grandissant, ils ont fini par se construire un truc et ils sont restés soudés parce qu'ils faisaient partie de ce club et c'est devenu une tradition ou quoi. Il y a un petit peu de world building finalement dans ce nom-là. Et surtout, c'est brillant parce que, imagine, tu essayes de dénoncer ce club qui domine le monde, personne va te croire, quoi. Évidemment, tu dis le monde est dominé par le club des aventuriers de Noël, personne va te croire. Donc du coup, c'est parfait d'avoir un nom aussi con. Et voilà, le personnage de Sean Penn qui a tout fait pour se conformer au modèle de suprémaciste blanc qu'exige ce club-là. Mais il y a juste un petit problème, c'est que il aime les femmes noires au point qu'il s'est tapé la meuf de DiCaprio. Et du coup, il y a peut-être une chance que la gamine que DiCaprio a élevée, c'est un petit peu la sienne. Donc du coup, ça serait une preuve qu'il
n'est pas digne du club. Et du coup, tout le film, c'est lui qui essaye justement de planquer la preuve qu'il a couché avec une femme noire, qui est très compliqué parce que forcément le mec il a pas très envie de tuer sa propre fille, hein. Mais voilà, il a voué toute sa vie à rejoindre ce club, il a pas envie de laisser tomber, surtout que voilà quoi, il s'est entouré de suprémacistes blancs qui, dès qu'ils vont découvrir qu'il a couché avec une femme noire et qu'il a fait un gosse avec elle, voilà, ils vont te buter. Et surtout voilà le message quoi, t'essayes de rejoindre des suprémacistes blancs, mais mec, même toi, tu seras jamais assez blanc pour eux quoi. Il y aura toujours un moment où ils vont imposer un nouveau critère pour pouvoir se mettre encore au-dessus des autres, que tu pourras jamais être à la hauteur pour eux, hein. Tu seras jamais assez blanc pour eux. Qui est un truc historiquement, ouais, ça se confirme. Il suffit de voir toutes les fois où on a essayé d'imposer les blancs au-dessus des autres dans notre société, et que quand c'était fait, on était genre ouais, alors moi je suis blanc, d'accord, mais je suis britannique, toi t'es italien, donc je suis plus blanc que toi. Il y a toujours ces critères à la con qui fait que ouais, au bout d'un moment, l'extrême droite elle va s'écrouler toute seule, juste parce qu'ils seront trop occupés à s'entretuer entre eux, parce qu'ils se méfient de tout le monde, parce qu'il y a toujours ces critères à la con, et voilà. Mais même au-delà du côté politique, ouais, ce film est excellent. Paul Thomas Anderson, c'est pas la moitié d'un con, donc forcément il fait de très bons plans et tout. La façon dont il a réussi à créer un suspense dans une course-poursuite, juste en profitant du fait que on est dans une route qui fait pas un zigzag, non, parce que ça serait comme ça, mais voilà, des vagues comme ça et tout. Il en fait de super plans. Et bien sûr, DiCaprio, voilà, bon, au-delà du fait qu'il aime un petit peu trop les jeunes femmes, on va pas trop parler de ça, ok, on va juste se concentrer sur le fait que oui, c'est un super acteur, et il profite très bien de ce personnage qui est vraiment hilarant dans son pathétique, mais de l'autre côté, tu sens que c'est pas une mauvaise personne, quoi, tu vois. C'est là qui est vraiment intéressant dans la façon dont c'est défini les personnages. J'en ai vu certains qui se plaignent de ce film, que oh là là, comment voulez-vous que j'en ai quelque chose à foutre de ce qui se passe dans ce film, alors que tout le monde est antipathique et tout, et je suis genre, bah autant la meuf de DiCaprio, oui, c'est vrai, elle est antipathique, mais t'es pas censé l'apprécier, au contraire, t'es censé la voir comme une égoïste et une lâche au début du film. Peut-être qu'après, oui, voilà, on te demande de comprendre un petit peu son histoire et que finalement tu acceptes ou pas de la pardonner, mais ça s'arrête à ça, quoi, sinon. Mais DiCaprio, oui, voilà, c'est une loque, voilà, il est désagréable avec tout le monde, il est complètement défoncé, mais de l'autre côté, bah c'est quand même un père qui s'inquiète pour sa fille, qui essaye absolument de tout faire pour la sauver, donc ça reste une bonne personne, c'est juste une bonne personne qui n'a plus l'énergie parce qu'il est de plus en plus vieux, il a tout dépensé pour le combat et il a presque plus rien, voilà, c'est pas le meilleur homme pour ce boulot, mais c'est l'homme qui était là à ce moment-là, quoi. Donc ouais, je rejoins la plupart des critiques là-dessus, ouais, une bataille après l'autre, c'était vraiment un excellent film. Je tiens juste à dire une chose, dans le reste de ce top, il risque d'avoir des films que certains vont se sentir insultés, que je les ai mis au-dessus d'une bataille après l'autre. Du coup, je le rappelle absolument, cette liste est subjective, ok? Mes goûts entrent en jeu dans le classement, hein. Sur le plan technique de maîtrise et tout, oui, une bataille après l'autre est probablement meilleure que la plupart des films que je mets après ça dans le top, mais voilà quoi. Notez bien que c'est mes goûts. Je dis pas qu'une bataille après l'autre est inférieure à certains de ces films-là, je dis juste que je préfère ces films-là, ok? Voilà, je tiens à préciser parce que je sens venir les cinéphiles purs et durs qui vont voir comment j'ai clissé le truc et qui vont être genre... what? Alors, c'est pas pour tout de suite, bon, enfin, j'en connais quelques-uns qui ont pas aimé quand même, mais en numéro 9, par exemple, j'ai mis Sinners. Un film de Ryan Coogler qui fait vachement plaisir parce que j'avais un petit peu peur par rapport à Ryan Coogler. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup depuis que j'ai vu le premier Creed, voilà, que clairement il avait beaucoup de talent et que je soutenais dans chacun de ses projets après. Je dis ça, mais j'ai pas encore vu la série Ironheart, j'ai pas eu trop le temps pour les séries du MCU, j'avoue. À ce qui paraît, il a fait du bon boulot, mais j'attends de voir. Mais voilà, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et que j'avais hâte de voir évoluer dans l'industrie, mais son passage chez Marvel, j'avais un petit peu peur, parce que autant j'aime beaucoup le premier Black Panther, autant Black Panther Wakanda Forever, je me disais, ok, bon, c'était pas un film fait dans les meilleures conditions, donc je suis prêt à te pardonner, j'espère juste que tu vas pas nous faire une Joss Whedon, genre ce film t'a brisé, et tu vas plus être capable de faire de bons films après ça ou quoi. Donc du coup, Sinners, je l'attendais un petit peu par rapport à ça, et c'est ultra rassurant de voir que c'est le meilleur film de sa filmographie. Bon, alors bien sûr, au vu du concept du film, voilà, de ce film qui se passe principalement dans un bar, voilà, dans un club plutôt, voilà, parce que c'est un club de musique noire où t'avais toute la communauté qui allait là. Ils se font attaquer et bouffer par des vampires. Oui, forcément, ça rappelle beaucoup Une journée en enfer. Et il y en a qui débattent sur le fait que c'est lequel le mieux, Une journée en enfer ou Sinners. Je préfère largement Sinners. Parce que Journée en enfer, tu vois, c'est un film que j'aime bien, mais la façon dont ça casse le genre de film au plein milieu du truc, ça apporte pas vraiment quelque chose en termes de thématique. C'est juste que, voilà, on a bien défini ce petit groupe et il se retrouve maintenant dans un tout autre film. C'est juste...
Ouais, c'est un petit peu rigolo quand t'es fan de cinéma, mais il y a pas vraiment de but au-delà du fait que, ouais, on fait que s'amuser. Bah, amusez-vous si vous voulez, hein, mais je vois pas vraiment ce que ça essaye de dire finalement. Là où Sinners, le mélange est tellement bien que t'as pas cette impression que t'as changé de film, quoi, tu vois, t'as pas la même cassure que dans Une journée en enfer. Non, là, ce que ça raconte, c'est tellement cohérent thématiquement que ça te choque pas, quoi, la présence des vampires qui sont un petit peu ce symbole. Alors, il y en a beaucoup qui aiment dire que les vampires, voilà, c'est une symbolique des suprémacistes blancs ou du colonialisme, mais moi, je pense que c'est un peu plus spécifique que ça. Je pense que c'est plutôt le capitalisme, qui est pas mal lié au colonialisme et au suprémacisme blanc finalement dans cette situation-là, mais parce que le mec il a un discours qui est plutôt néolibéral en mode moi je vois pas les couleurs, je suis prêt à t'accepter parmi nous, on va devenir des monstres et on va tuer tout le monde, etc. C'est plus accepte d'être le monstre que la société accepte de toi, et en s'unissant on va pouvoir s'enrichir, avoir une meilleure vie, parce que voilà, le vampire il veut s'approprier votre musique, il veut vous permettre d'obtenir des trucs, il veut vous aider à obtenir justice juste en vous transformant en ce que tout le monde imagine de vous et tout. Je le vois plutôt comme ça, ce qui est un petit peu moins binaire et aussi beaucoup plus intéressant, tu vois. Et c'est pas du tout pour essayer de minimiser les thématiques politiques, parce que non, je trouve au contraire que c'est encore plus malin politiquement de plutôt se concentrer sur ça comme pour la symbolique que directement en faire des vampires Ku Klux Klan. C'est pas Abraham Lincoln chasseur de vampires, quoi, tu vois. Et ça fait que la partie gangster, organiser le club et tout, et faire un spectacle musical, ça rejoint complètement la partie avec les vampires finalement. Justement, le besoin de conserver l'aspect communautaire de la culture et éviter qu'elle soit fourvoyée par le capitalisme, que ce soit par les vampires qui veulent se l'approprier pour devenir encore plus puissants et riches, ou même l'église finalement. Il y a ça aussi, le personnage principal, le gamin, le guitariste, là il se retrouve un petit peu dans la croisée de plusieurs confrontations avec les noirs qui veulent absolument ne pas se laisser faire par la société, l'église qui veut absolument rendre tout le monde docile, le Ku Klux Klan qui veut les exterminer, et les vampires qui veulent profiter d'eux, voilà. Et le personnage de Michael B. Jordan, alors il y en a certains qui débattent sur le fait est-ce que c'était nécessaire d'en faire des jumeaux, voilà, de deux personnages joués par Michael Jordan. Moi je trouve que si, parce que ça amène une thématique assez intéressante sur le héros modèle noir de cette période-là, et sur les deux voies qu'il aurait pu prendre, celle où il accepte de devenir ce démon qu'on n'arrête pas de dire sur lui, et qui finit par se contenter, voilà, de se vautrer dans la richesse, etc. Là où l'autre, il reste plutôt sur l'importance d'aider la communauté et de protéger cette nouvelle génération, quitte à se sacrifier durant cette scène finale où il combat le Ku Klux Klan, quoi, finalement. Et aussi, c'est super bien mis en scène, genre, évidemment, j'adore la séquence du concert où on explique que sa musique est tellement spirituelle qu'elle franchit même les limites du temps, et du coup, tu as toutes ces apparitions de ce mélange culturel où tu vois des ancêtres africains et des Jimi Hendrix, des rappeurs, des trucs du futur et tout. Et c'est une séquence super, voilà, qui profite bien du fait que on est au cinéma, donc du coup on peut se permettre de faire une scène complètement fantasmagorique. C'est un super plan séquence, et surtout ce que ça dit sur l'importance de conserver ces traditions, ces différents styles musicaux qui viennent de leur culture et de leur communauté et tout. Voilà, c'est vraiment une superbe scène. C'est de loin la meilleure scène du film, hein. Le reste est très bien, mais celle-là spécifiquement, waouh. Si vous n'avez pas encore vu Sinners, croyez-moi, ça vaut le coup. En numéro 8, nous avons Bring Back, ou Substitution. Pour le coup, je vais utiliser le terme substitution parce que je trouve que le titre est plus intéressant. Substitution, pour le coup, c'est une des quelques fois où peut-être le titre français a eu plus de flair que le titre VO. Quoique c'est peut-être juste le titre international, mais bon, c'est un titre qui marche beaucoup mieux, je trouve. C'est juste que Bring Back, ça renforce un peu plus le lien avec le précédent film des réalisateurs Talk to Me. Bring Back, Talk to Me, voilà, ça fait genre une phrase que t'aurais dans une discussion, donc je comprends un petit peu le truc. Mais Substitution, c'est limite le thème principal du film en fait, parce que tout le truc, c'est ces deux gosses dont la mère vient de mourir, je crois qu'elle a eu un anévrisme ou un truc comme ça, voilà, un truc bien fulgurant, et que les services sociaux envoient dans une famille d'accueil. Donc voilà, ils se retrouvent avec maman de substitution et enfant de substitution. Famille d'accueil qui est composée d'une mère jouée par Sally Hawkins, qui est excellente dans ce film. Je le mets à égalité, si ce n'est au-dessus de La Forme de l'eau, vraiment, elle est excellente dans ce film-là. Et un gamin qui fait un petit peu peur, voilà, il parle pas du tout, il agit bizarrement, il fait des trucs zarbes et tout, et toi le film tu te demandes qu'est-ce qui se passe, et plus tu en apprends sur ce qui se passe, et plus t'es genre oh merde. Donc déjà, comme je le disais, les acteurs sont excellents, en particulier Sally Hawkins qui joue cette mère qui a perdu son enfant et qui commence à faire ce truc ultra malsain pour essayer de retrouver l'enfant qu'elle a perdu. Mais surtout, mention spéciale pour Sora Wong, voilà, parce que le personnage de la gamine qui se fait adopter, voilà, c'est que elle est malvoyante, pas complètement aveugle, mais ses yeux ne fonctionnent pas normalement. Et les réalisateurs, ils ont fait l'effort de prendre quelqu'un qui a vraiment la condition que le personnage est censé avoir, quoi. Et le fait que malgré son handicap, elle arrive à aussi bien jouer et
réciter son texte, finalement, oui, je me doute que ça devait être un petit peu difficile d'apprendre son texte, mais voilà. Elle fait un super boulot, qui fait plaisir à voir et qui permet de montrer que, ouais, les gars, vous n'êtes pas obligés de prendre des acteurs qui se contentent de mimer un handicap ou un truc comme ça, non, vous pouvez prendre des personnes concernées, ça marche très bien, en fait. Surtout que là, c'est pas un film hollywoodien, c'est un film australien, quoi, donc il y avait encore moins de terrain pour trouver quelqu'un qui correspondait, quoi. Et pourtant, ils ont fait l'effort et ça a porté ses fruits parce que, pour le coup, la gamine, tu y crois à son handicap. Ce qui fait que tu t'attaches vite à ces personnages, même Sally Hawkins, malgré le fait que, oui, tu vois qu'il y a quelque chose de très dérangeant chez elle, mais de l'autre côté, tu comprends aussi sa douleur, tu comprends aussi pourquoi elle fait tout ça. Tu sens qu'à la base, la meuf, c'est pas vraiment une mauvaise personne, c'est juste que il lui est arrivé quelque chose d'horrible et cette chose horrible l'a détruit et elle commence à aller avoir de très mauvaises habitudes. L'euphémisme du siècle, dis donc. Et aussi, bah si vous avez vu Talk to Me, vous savez que putain ce film peut être très cruel, voilà, surtout en termes de violence sur des jeunes personnes. Quelquefois ça peut être très difficile à voir, là, il y a certains trucs qui se passent, surtout avec le gamin un petit peu bizarre là, je vais pas trop expliquer, mais voilà, si vous avez vu Talk to Me, vous devez vous douter du genre de truc horrible qui peut lui arriver, quoi. Genre l'un des premiers trucs bizarres qu'il fait, c'est étrangler un chat, et c'est probablement un des trucs les moins douloureux qu'il ait fait de film. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que je trouve que j'ai un petit peu balancé le fait que Sally Hawkins ait fait des trucs horribles dans ce film-là, mais voilà, j'ai évité d'en dire plus, j'en ai déjà beaucoup trop dit, mais voilà. Si vous aimez ce genre de film d'horreur qui est très émotionnel, mais qui n'hésite pas à aller à fond dans l'horreur et dans la violence, ça devrait vous plaire. En numéro 7, nous avons le film chinois que tous les cinéphiles comme moi sont allés voir de toute urgence, Escape from the 21st Century. Ok, alors, Escape from the 21st Century, c'est l'histoire de trois gamins, un petit peu des voyous, qui vivent dans un futur lointain sur une autre planète, genre une espèce de Terre 2, qui ressemble exactement à notre planète, parce qu'en fait, je sais plus c'est quoi exactement le bail, mais il y a un truc comme quoi ils ont sorti cette histoire que ça se passe sur une autre planète, juste pour pas avoir de soucis par rapport à une loi qu'on n'a pas le droit de dire que ça se passe à Hong Kong ou un truc comme ça, quoi. Et voilà, c'est trois lycéens, ouais, je crois me souvenir que c'est un petit peu le lycée, qui sont un petit peu bagarreurs, qui sont un petit peu aventuriers, qui adorent faire des conneries sur des décharges, qui adorent jouer aux jeux vidéo et tout, qui un jour tombent sur un produit chimique qui leur donne le pouvoir de se transposer dans le futur, où la société est devenue horrible, mais bizarrement pas tout le monde a une fin malheureuse, quoi, dans cette situation. Certains aiment le futur qu'ils vont avoir, d'autres détestent ce futur et pensent qu'il faut absolument l'annuler, et grâce à leur pouvoir qui permet de passer d'une époque à l'autre juste en éternuant, et ben ils commencent à réfléchir sur qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Au début, ils commencent à bien profiter du truc, bien sûr, un des premiers trucs qu'ils vont faire c'est picoler, mais petit à petit, les désaccords que l'on voyait venir commencent à se mettre en place. Des accords qui deviennent encore plus problématiques quand une corporation du futur commence à utiliser ce produit chimique qu'ils ont découvert à cause d'eux pour un projet de domination du monde qui risque de détruire leur époque. Alors là-dessus, le concept est complètement con et le film profite bien d'à quel point son concept est complètement con pour s'amuser en termes de mise en scène, d'imagerie. Il y en a beaucoup qui adorent comparer ça à Scott Pilgrim, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu cet univers de mélange de pop culture qui commence à se créer et c'est juste incroyable. Voilà, c'est le genre de film où chaque scène différente a sa propre identité visuelle, a ses propres idées et t'en prends tout le temps plein la vue. Il y a même des moments où ils changent le langage cinématographique de leur scène. Donc forcément un cinéphile déviant comme moi qui raffole de ce genre de bizarrerie, c'est du bonbon pour les yeux, quoi. Et ça plus le fait que il est beaucoup plus mature qu'il n'en a l'air sur sa façon de traiter de la nostalgie, de la peur de grandir, de la peur de devenir adulte et de si on se retrouve avec une vie horrible parce qu'on a fait des conneries dans notre passé, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Ou du fait que tu as tellement hâte de ce futur où tu auras une meilleure vie que tu finis par foutre en l'air ton présent. Et une fin douce amère, voilà, qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, la chanson qu'ils utilisent pour cette fin-là, ça a été une super découverte. J'arrête pas de me la repasser sur mon MP3 depuis que j'ai vu ce film. Mais les scènes d'action sont aussi géniales. Elles sont géniales, mais aussi, elles inventent leurs propres règles au fur et à mesure, ce qui est un petit peu rigolo. Genre, littéralement, le boss final, c'est un mec qui est devenu super fort parce qu'il a passé toute sa jeunesse à jouer à Street Fighter 2. Il est tellement bon qu'ils n'arrivent pas à le vaincre, donc du coup, leur solution ultime, c'est de remonter dans le temps pour lui piquer Street Fighter 2 et à la place lui donner un jeu érotique. Et du coup, ça fait qu'il a passé toute sa vie à se branler plutôt qu'à apprendre à se battre. C'est complètement débile, mais en même temps, voilà, ça respecte un petit peu ton truc et... quelque part, c'est cohérent avec les thématiques du truc. Voilà, encore une fois, ces films que j'aime tellement que j'en ai déjà trop dit. Je suis désolé d'avoir spoilé ce passage-là, mais voilà. Donc, vraiment, allez voir ce film. Ouais, vraiment, c'est urgent, allez voir ce film, il est vraiment génial. En numéro 6, un film d'un tout autre style, Life of Chuck. Basé sur une nouvelle de Stephen King, et ça fait plaisir que enfin les gens ils se rendent compte, le meilleur truc qu'avait fait Stephen King, finalement, c'est les drames comme Stand By Me, Les Évadés. Peut-être qu'au lieu de trop se focaliser sur ces romans d'horreur ou sur la Dark Tower
Tower ou d'autres conneries comme ça. On devrait plutôt se concentrer sur des histoires dramatiques parce que finalement c'est là où on a le plus de chances d'avoir un Oscar quoi. Et ouais, ce film est excellent. Bon alors, je pense que certains vont pas aller tout de suite le mettre au niveau des évadés peut-être ou même de Stand By Me, mais honnêtement pour moi il a largement sa place parmi eux. Conceptuellement, bon alors c'est un petit peu spécial comme format. En fait c'est techniquement 3 histoires différentes qui disent quelque chose sur ce fameux personnage de Chuck. La première histoire c'est des gens qui commencent à se rendre compte que la fin du monde arrive petit à petit, c'est bon, c'est les derniers jours de la Terre et on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Et après ça c'est l'histoire de ce Chuck joué par Tom Hiddleston qui en croisant une batteuse et une autre nana dans la rue se met à danser tout d'un coup, voilà, et à passer une très bonne après-midi. Et on nous dit que voilà, ça va être la dernière bonne journée que ce pauvre homme va vivre parce qu'il va bientôt découvrir qu'il a le cancer. Et la dernière histoire, l'histoire sur laquelle on se concentre le plus finalement, c'est l'histoire de Chuck quand il est tout petit. Oui, alors je préviens juste, si vous voulez voir ce film juste pour Tom Hiddleston, préparez-vous à être déçu parce que Tom Hiddleston est dans ce film, il a probablement la meilleure partie du film, mais il est pas très présent. Il est important dans l'histoire, hein, parce que c'est le fameux Chuck, mais on se concentre plus sur son enfance et sur autre chose. Spoiler sur ce que c'est vraiment cette histoire de fin du monde et tout. Mais voilà, même si c'est l'acteur qu'on met le plus en avant, c'est pas vraiment lui l'acteur qu'on voit le plus souvent. On voit plus souvent le gosse, on voit même plus souvent Mark Hamill, quoi, qui joue son grand-père. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu les mêmes thématiques qu'un autre film adapté de Stephen King qui est sorti cette année, The Monkey. Voilà, tout le truc de voilà, la mort, voilà, elle est inévitable, elle va arriver d'une façon ou d'une autre. Ils font pas autant d'humour sur les morts accidentelles, absurdes et tout, mais ils se concentrent sur le message de base que oui, la mort peut arriver n'importe où, voilà, c'est inévitable. Danse. Et là pour le coup, ouais, le Chuck il danse quoi, tu sais, la scène de la danse, voilà, c'est sans problème une des meilleures scènes du film, hein. C'est une scène super fun la première fois que tu la vois et c'est une scène qui devient encore plus belle quand tu sais toute l'histoire de ce mec et qu'est-ce qu'il va devenir. Mais le reste des acteurs sont excellents aussi, hein, que ce soit le gamin qui joue le personnage de Chuck pendant le reste du film, les autres personnages excentriques qu'il croise. On se concentre pas mal sur 2 acteurs de Marvel ironiquement, Chiwetel Ejiofor, mais je m'excuse pour la prononciation, et Karen Gillian. Voilà, si vous venez pour ces acteurs là vous avez un peu plus de matière, mais ils sont pas présents tout le long non plus, hein. Mais aussi les personnages qui sont là limite pour le caméo. Tu as David Dasmalchien qui apparaît pendant quelques secondes là, qui a largement assez de temps pour montrer que ouais, je suis un super acteur en fait. On a Carl Lumbly, ce qui est un petit peu marrant parce que c'est le même mec qui jouait Dick dans Dr. Sleep. On fait pas le Stephen King Cinematic Universe comme dans Welcome to Derry dans celui-là, hein, je vous le dis. Et on a Matthew Lillard qui pour le coup je crois que c'est une des meilleures prestations de toute la carrière de Matthew Lillard, ce qui est un petit peu injuste à dire parce qu'il est là que pour 5 minutes, mais ouais, il joue ce mec qui voilà, c'est dans la partie où t'as ces gens qui se rendent compte que c'est la fin du monde bientôt, et t'as ce mec qui raconte un petit peu toutes les catastrophes qui sont arrivées ces derniers jours et qui essaye de rigoler un petit peu, mais voilà, il essaye de prendre ça à la rigolade, mais plus ça avance et plus tu commences à sentir j'ai pas envie de mourir, hein. Et vraiment je l'ai jamais vu jouer aussi bien, j'ai vu beaucoup de films avec lui, hein. Bon après voilà, c'est peut-être un petit peu de ma faute que je l'ai vu surtout dans des films de merde comme les Scooby-Doo, It's the Name of the King, mais voilà quoi, comme pas mal de drames écrits par Stephen King, c'est vraiment la parfaite occasion pour faire un défilé d'acteurs talentueux qui sont capables de super bien jouer des trucs dramatiques quoi, et de donner de la personnalité à leurs personnages. On oublie un petit peu que c'est ça vraiment la plus grande force de Stephen King, c'est vraiment donner de la personnalité à ses personnages, qui sert bien pour ses histoires d'horreur, mais qui sert encore plus pour ses histoires dramatiques qui justement se concentrent encore plus sur le personnage humain. Donc voilà, c'est un genre de film très différent des films dont on a parlé précédemment, mais c'est quand même excellent, je vous le conseille. En numéro 5, on revient à l'animation française, Amélie et la métaphysique des tubes. Waouh! Si j'avais 1 centime pour chaque film sorti en 2025 d'animation sur une gamine neuroatypique au Japon, j'aurais 2 centimes. Ce qui est pas beaucoup, mais c'est quand même bizarre que c'est arrivé 2 fois. Alors, je sais que ce film est tiré du livre de Amélie Nothomb, mais je vous avoue, je m'y connais pas du tout dans la bibliographie d'Amélie Nothomb. Genre, je sais que c'est une autrice qui a souvent été adaptée, principalement en live action, mais vraiment, je suis un néophyte sur le contenu de ses bouquins et comment elle écrit ou quoi que ce soit, mais honnêtement au vu du sujet c'était une très bonne idée de faire celui-là en animation là, voilà, parce que la façon dont elle parle de sa conception de la vie et de l'univers dès sa naissance et tout, oui voilà, ça fallait le faire en animation pour profiter des magnifiques images que ça crée, justement de faire comprendre qu'elle se construit petit à petit et du coup de l'univers se construit petit à petit avec l'animation, qu'au début elle s'imaginait que juste comme un tube, genre elle se contente d'avaler, de recracher sans
accumuler quoi que ce soit, mais que petit à petit elle finit par se réveiller, à révéler la vraie personne qu'elle est, et à commencer à vraiment emmagasiner tout ce qu'elle apprend, à commencer à créer sa personnalité. Et en termes d'animation, c'est déjà une expérience incroyable, surtout que l'animation est superbe, quoi. J'adore le style graphique, ce qu'ils font avec cette animation qui est très... j'ai envie de dire élastique, mais plutôt souple. Oui, voilà, dans le sens, ça peut changer de forme selon les besoins de ce que ça raconte et tout, et ils en profitent énormément bien. Et sinon, ouais, c'est encore une fois un film sur une petite fille qui est vraiment très intéressant à suivre. C'est un autre genre de neuroatypisme que dans Toto-chan, et c'est très intéressant de voir que finalement l'autrice, voilà, qui est elle-même neuroatypique, de ce que j'ai compris, bah finalement, c'est elle qui arrive à faire les meilleures histoires sur le neuroatypisme, quoi. Quoi ça? Tu peux juste demander aux concernés de faire un truc sur leur vécu? Tu peux faire ça? Genre... Vraiment? T'as pas besoin de quelqu'un pour leur traduire? Bah oui, ils peuvent le faire, ils savent parler, ils sont pas cons non plus, ils sont juste neuroatypiques, hein. Et en plus, je pense que, ouais, ce film, je pense qu'il peut être apprécié et à peu près compris par des gosses, quoi, tu vois. Autant Toto-chan, voilà, il y a un petit doute parce que, voilà, il se passe quand même des choses horribles et certains gosses risquent de ne pas comprendre toute l'histoire politique, quoi. Mais là, voilà, il y a pas vraiment ça. Mais dans celui-là, je pense que, ouais, voilà, ils peuvent comprendre ce qui se passe, voilà, il y a pas vraiment de choses inappropriées pour les gosses, ils peuvent comprendre, voilà, et surtout, avec l'animation, ils vont pas s'ennuyer, quoi. Peut-être qu'ils vont pas tout comprendre, ou peut-être que ça va énormément leur parler, parce que ils comprennent totalement cette façon d'expérimenter la vie, de développer leur imaginaire, de comprendre leur existence. Bref, je n'en dis pas plus si vous êtes fan d'animation, encore une fois surtout française et qui a bien besoin d'être soutenue. Et je suppose si vous aimez l'autrice, bah ouais, allez-y, c'est un super exemple de ça. Ok, vous vous souvenez de ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au film que je mettais au-dessus de Une bataille après l'autre? Souvenez-vous bien de cette phrase, la phrase où je dis mon top est totalement subjectif et je l'assume. Voilà, accrochez-vous bien, voilà, cramponnez-vous bien. Voilà, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? En numéro 4, K-pop Demon Hunter. Oui, je sais, surtout après Amélie et le métaphysique des tubes, ça fait un petit peu en dessous en termes d'animation, parce que voilà, c'est une animation beaucoup moins expérimentale et tout, et c'est un peu plus classique de ce qu'on a de plus en plus dans l'industrie, mais au bout d'un moment, voilà quoi, c'est peut-être l'adolescente qui a en moi, qui aime beaucoup ces personnages qui ont énormément de personnalité, qui aime beaucoup les chansons, qui adore vraiment toutes les thématiques autour de sortir du placard pour assumer ta véritable identité, de la pression sociale que tu subis, surtout quand t'es une célébrité comme une idole, justement, c'est pas des idoles, c'est des chanteuses K-pop, mais j'imagine qu'elles ont le même souci que les idoles du Japon, quoi. Où ton image est ultra surveillée, où tu te mets des tas de complexes pour justement ne pas révéler la moindre imperfection, pour qu'à la fin tu comprends que les gens devraient s'en foutre, tu devrais accepter comme tu es et voir justement la beauté dans le miroir brisé. De toute façon, j'ai aussi fait un vidéo club sur celui-là, voilà, normalement la rediff est disponible sur YouTube, ou peut-être toujours sur Twitch, hein. De toute façon c'est soit l'un soit l'autre, hein. Si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pouvez aller voir, mais voilà quoi. J'adore les personnages, ils ont tous une super personnalité, j'aime qu'ils aient poussé jusqu'au bout l'effort de faire venir vraiment des acteurs coréens pour jouer ces personnages coréens, bon, des coréens anglophones et qui la plupart ont déjà des contrats avec Netflix, notamment le célèbre Dr. Han dans le rôle de Dr. Han. Je pense qu'ils savaient pour le même et qu'ils ont fait exprès. Et oui, j'aime beaucoup la chanson, en particulier la chanson finale, hein. This is what it sounds like, pour moi, c'est vraiment la meilleure chanson du film. C'est peut-être parce que c'est une chanson qui fait aussi climax, chanson de réconciliation, et que c'est le point d'orgue émotionnel du film, ou tout simplement parce que ça fait plaisir de voir enfin ce personnage sortir du placard et s'assumer comme tel et se réconcilier et tout, voilà. Je vibe avec ce film, voilà, il y a pas d'autre mot, je vibe avec ce film. Pour moi, c'est le genre de truc que Totally Spies aimerait être, mais n'a jamais réussi à être. L'esthétique animée qui est complètement assumée et qui là est pour le coup bien exploitée et impactante, là où Totally Spies, chaque fois qu'ils font un truc d'animé, ça fait tellement forcé et pas sincère. Et le fait que ce soit trois jeunes femmes qui sont à fond dans la beauté et dans la mode, mais qui n'ont pas oublié leurs priorités. Elles sont crédibles quand elles doivent sauver le monde, elles savent que c'est ça le plus important, même si, voilà, leur boulot leur demande quand même d'être belles. Et aussi, j'aime bien la façon dont ils arrivent à justifier leur concept en parlant des traditions et des mythes coréens. Pour justifier, justement, ok, c'est des chanteuses de K-pop qui combattent des démons, ah, t'as quand même trouvé un truc pour que ce soit cohérent. D'accord, bah j'accepte. Et oui, je resterai sur ma position sur le fait que pour moi c'est un film LGBT. L'histoire d'une femme bisexuelle qui doit accepter sa différence, qui pense trouver la solution ultime à tous ses problèmes en se mettant dans cette relation hétéro, mais qui doit accepter que ouais, cette hétérosexualité c'était pas pour elle, et accepter de dire adieu à ce fantasme masculin, pour finalement assumer son amour pour d'autres femmes. Ouais, voilà, je suis désolé, c'est un trouble, hein, pour moi. À vous de décider qui est gay, qui est bi, mais trouble. En fait, je suis quelqu'un de très simple, hein. Pour moi, mes films préférés, ce sont les films qui arrivent à me procurer plusieurs émotions.
non pas une seule. Et justement, ce film, il arrive à me toucher, il arrive à me faire rire, il arrive à me donner une énergie qui fait que je suis toujours dedans dans une scène d'action. J'ai besoin d'émotions, j'ai besoin de vibes. Surtout que voilà, c'est des bonnes émotions et j'aime bien qu'on normalise de plus en plus ce genre d'ambiance pour tout ce qui est pour enfants, ados, voire familial, avec la remise en question de la personne pour finalement y voir la beauté de sa propre personne, ne pas hésiter à se confronter à la dépression et la pression sociale, voilà, surtout que ils vont loin dans celle-là, ça a pas l'air parce que ça reste quand même très clean en termes d'image et tout, mais la scène où elle dit à sa mère de substitution tuez-moi, voilà quoi, ça va vraiment pour un film pour enfants. Donc ouais, je suis désolé, c'est un petit peu chaotique dans ma tête parce que voilà, je me doute à quel point c'est blasphématoire de mettre un film comme K-Pop Demon Hunter au-dessus de une bataille après l'autre, mais je suis désolé. C'est un excellent film, une bataille après l'autre, mais j'ai beaucoup plus vibé avec K-Pop Demon Hunter. Je suis désolé, mais voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire à mes fans d'aller voir ce film? Évidemment que mes fans ont déjà vu ce film, évidemment. En numéro 3, bon, ça va faire plaisir ceux qui aiment bien que je fasse ce genre de blague, mais le troisième film, Avatar, de feu et de cendres. Ouais, donc là, faudrait vraiment qu'on s'explique les haters de James Cameron, là, parce que vous arrêtez pas de dire que, oh là là, Avatar, c'est juste des films pour bébés, avec des gentils bien définis et des méchants bien définis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant qu'on a un troisième opus où littéralement nos héros hésitent à tuer un gosse qu'ils ont élevé pour sauver leur planète? Ouais, non, je suis désolé, ceux qui prétendent que les films Avatar sont enfantins et sans nuance, ils peuvent aller se faire foutre là à ce stade, hein. Oh, mais le seul message c'est que les humains sont méchants. Non, pas du tout. Le personnage principal est humain là-bas, je vous rappelle. Et justement, tout le film c'est de pas céder à la haine basique envers les humains après tout ce qui s'est passé dans les films. On confronte Neytiri sur sa haine des humains justement. Et de l'autre côté, le méchant principal, bah il commence à être développé comme étant un second protagoniste avec son propre parcours du héros. D'accord que ça reste l'antagoniste, surtout dans ce film-là, mais voilà quoi, il commence vraiment à avoir pas mal de nuances ce personnage. Et ouais, ça... sa copine dans le film, alors... Je fais pas partie de ceux qui fantasment sur elle, j'aime bien le personnage, mais je fantasme pas comme certains le font, mais par contre, oui, j'adore leur romance. J'adore à quel point ils sont clairement passionnés de l'un de l'autre juste parce que ils sont rassemblés par leur haine des autres et leur envie de tout détruire. D'ailleurs, oui, il y en avait beaucoup qui avaient peur par rapport à ça, le fait qu'on introduit une nouvelle tribu de Na'vi qui seraient des méchants, et que du coup on avait peur que, oh mon dieu, on va nous refaire le cliché des sauvages qui sont cannibales et qui sont barbares et qui tuent n'importe qui. Voilà, mais en fait, si tu regardes bien, ils sont plus proches de la corporation humaine qui vient envahir Pandora que des autres Na'vi pour le coup. Parce que ce qui les définit surtout, c'est que ils volent les technologies pour avoir de nouveaux outils pour détruire encore plus de trucs. Bah, c'est ce que font les Terriens dans ce film justement. C'est une gigantesque corporation qui veut récupérer un maximum de ressources sur toutes les planètes qui vont et qui vont tout détruire sur leur passage. Donc finalement, où est-ce qui les rend méchants, cette tribu-là? C'est pas le fait qu'ils sont sauvages, non, c'est au contraire le fait qu'ils sont trop proches des colonisateurs dans leur façon de faire. Encore une fois, James Cameron, il est peut-être plus malin qu'on ne le pense en fait. Alors, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer en quoi la technologie est excellente dans ce film-là. Évidemment, ça a toujours été une super démo technique, mais genre, j'ai l'impression que les gens ils prennent ça trop pour acquis. Genre, pas. Question simple. À quel moment vous avez l'impression que vous êtes dans un décor dans ce film? Genre, quand ils sont en extérieur, bon, bien sûr, quand ils sont en intérieur, on a l'impression qu'il y a un décor, parce que littéralement c'est un truc, mais quand ils sont dans la forêt ou quand ils sont dans un truc à ciel ouvert, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un décor? Moi, pas du tout. Et pourtant, dans tous les autres films, même ceux qui se passent en forêt et tout, tu sens le décor, tu sens que c'est un endroit un petit peu fermé, même si on essaye de montrer un petit peu. Même les films Star Wars, quand ils vont dans une forêt, tu sens que, ouais, c'est pas une vraie forêt, c'est un petit studio avec des murs et tout, ou alors c'est une vraie forêt, mais tu sens les limites du tournage et ils vont pas oser aller plus loin, quoi. Il y avait quelqu'un qui avait fait une bonne remarque en prenant un extrait tout simple, voilà, où c'est les enfants de Jake et Neytiri qui s'enfuient dans la forêt et qui à un moment passe dans une petite rivière et tout, et il avait expliqué, mais les gars, vous vous rendez compte de la logistique, de la fluidité à laquelle ils font cette simple transition? Si c'était du live action, ils auraient galéré en termes de logistique et tout, mais là, grâce à la technologie de James Cameron, surtout que voilà, même en performance capture, c'est pas évident à faire de passer de l'air libre à l'eau, là. Non, ouais, les prouesses technologiques, les gens se rendent pas compte jusqu'où ça va, ces films-là, maintenant. Pour le reste, bah, j'aime toujours ces personnages, j'aime beaucoup les gosses de Jake et Neytiri, tu vois. C'est pour ça que
que le 2 c'est un petit peu mon préféré finalement, c'est parce que vraiment ils ont réussi à vite me faire attacher à ces gamins, parce que James Cameron il est juste bon pour écrire des gosses, hein. On l'a bien vu avec John Connor dans Terminator 2, il sait très bien que les gosses, voilà, c'est quelquefois des petits cons qui cherchent un petit peu la bagarre, qui réfléchissent pas trop, qui sont très dans l'émotionnel, et justement ça les rend vite attachants à mes yeux. Après je crois que ouais voilà, je l'ai moins aimé que le 2, mais c'est quand même pas mal quoi. Je suppose qu'il y a un petit peu moins de la fraîcheur de découvrir ces nouveaux personnages. Maintenant on commence à être habitué et c'est juste la suite de leur aventure, mais c'est quand même une bonne suite, hein, voilà. Surtout que ce qui se passe émotionnellement, bah ouais voilà, c'est prenant ce qui se passe quoi. Tout le scénario avec Spider qui devient tout d'un coup la personne la plus importante de toute cette histoire, parce que grâce à Kiri, voilà, il a acquis la capacité à respirer à l'air libre sur la planète de Pandora, ce qui est normalement impossible, voilà, l'air est toxique pour un humain normal, et du coup il devient le cœur des enjeux, parce que imagine que la corporation arrive à le choper et arrive à découvrir comment il arrive à respirer, du coup les humains n'auront plus besoin de protection pour venir et ça va foutre encore plus la merde, alors qu'à la base ça devrait montrer que ouais non, ils peuvent juste s'intégrer et juste arrêter de vouloir exploiter les ressources de cette planète. Mais bon, c'est typique du colonialisme de prendre un truc bien et d'en faire une arme, quoi. Donc oui, forcément, eux, c'est ce qu'ils vont faire. Les 4 et 5 sont toujours en production. Normalement, James Cameron les réalise toujours, même s'il avait parlé de la possibilité que peut-être qu'il laisserait la main à quelqu'un d'autre. Et on sait que le 5e film se passera sur Terre, et du coup, je me demande, est-ce que du coup, ce que Kiri, voilà, les pouvoirs qu'elle a acquis, parce que, disons-le, les véritables héros de cette licence, maintenant, ce n'est plus Jake, ce n'est plus Neytiri. Ouais, voilà, parce que pour ceux qui se plaignent encore du cliché du sauveur blanc dans ces films-là, vous pouvez arrêter parce que le protagoniste, depuis le 2, c'est plus Jake, hein. Non, maintenant, les protagonistes, c'est les gosses. C'est Kiri, c'est Loak, c'est Spider. Et encore, Spider, c'est pas vraiment celui qui sauve, c'est finalement celui qui a besoin le plus d'être sauvé. Mais voilà, quoi. Maintenant, les protagonistes sont des métis. Le seul défaut que je reprocherais, c'est peut-être les quelques dernières minutes, l'épilogue, vraiment, ont peut-être été un petit peu bâclés. J'ai quand même été touché par le fait que on retrouve encore une fois Grace et les autres personnages qui sont morts au cours des films. Voilà, c'est dingue que j'en ai encore quelque chose à foutre de revoir le rival amoureux de Jake dans le premier film, quoi. J'ai oublié son nom à lui, alors que bizarrement les autres personnages, je retiens facilement leur nom. Pour des films qui laissent pas d'impact, c'est dingue que j'arrive à retenir tous ces noms, quoi. Mais juste le voir lui et Grace, j'étais genre, oh, ça fait tellement plaisir de vous voir. C'est dire à quel point vraiment il a réussi à me donner l'impression que ce sont de vraies personnes, ces personnages, James Cameron, parce que justement il est sincère émotionnellement. Je pense que la raison pour laquelle beaucoup ont du mal avec James Cameron, c'est parce que James Cameron il est peut-être trop sincère pour certaines personnes qui ont du mal avec ce genre d'histoire et préfèrent trop voir les clichés, le manque d'originalité, alors que bah, au bout d'un moment, si t'y crois à ton histoire, tu peux me raconter une histoire cliché, ça marche quand même, et justement ça marche très bien pour les avatars. Et le succès répété des 3 films ne fait que le confirmer, quoi. Je suis pas du genre à dire que la popularité démontre la qualité d'un film, mais au bout d'un moment, pour des films que vous dites tout le monde trouve ça débile, comment vous expliquer qu'il a marché 3 fois, quoi? En numéro 2, le film qui a fait peur à tout Hollywood, surtout du côté de l'animation, Ninja 2. Oui, de ce qu'on m'a expliqué, le za, ça se prononce ja. Mais voilà quoi, c'est pas une langue que je maîtrise du tout, donc on va dire c'est ça, mais si ça se trouve je me gourre encore, hein. Alors Ninja 2, c'est un film qui s'est fait beaucoup remarquer, parce que c'est probablement le film qui a eu le plus de succès de l'année. Qui est très compréhensible quand tu sais que c'est un film chinois, et que la Chine c'est probablement le pays avec le plus de population au monde, et que si la Chine arrive à faire un film qui galvanise toute la population, ah bah oui, ça va être bien parti, bien positionné en top numéro 1. Hein. Les Américains ont essayé de se faire de l'argent dessus en le distribuant sur le territoire américain, mais ce territoire américain, il a pas des masses marché, malheureusement. Même si, techniquement, dans le mondial, il a gagné quand même. Hein. Donc voilà, beaucoup parlé de ce film-là, et il y avait une séance, malheureusement, très mal distribuée comme film. Hein. Il y avait genre 2-3 séances, hein, dimanche, entre midi et 2, donc vraiment l'horreur merdique, juste pour... Donc du coup, je m'étais organisé pour aller le voir, mais avant, bien sûr, il fallait que je voie Ninja 1. Ce que j'ai fait en récupérant de façon totalement légale le film, hein. Regardez pas comme ça actuellement, c'est la seule façon de voir ce film. On n'a pas de DVD, on n'a pas de Blu-ray, il est pas sur une plateforme, donc pour l'instant t'as juste le piratage pour le voir. Et alors, ça va peut-être poser problème à certaines personnes, hein, parce que ce film, il déborde pas mal en termes de ton. Genre, ça a beau être basé sur une mythologie bien spécifique avec des dieux, des démons, avec des scènes d'action épiques et des personnages avec des super pouvoirs incroyables et tout, mais quand ils vont dans l'humour, ça va ultra dans le potage. À la base, voilà, c'est 2 enfants
enfants qui naissent dans deux peuples différents avec une perle qui leur donne soit les pouvoirs du bien, soit les pouvoirs du mal. Et un certain personnage a un petit peu manipulé tout le monde pour que la perle du mal soit dans le gosse humain et la perle du bien soit dans le gosse d'un dragon. Le gosse humain, malgré qu'il a des parents modèles qui sont déjà des héros à la base et qui sont de super combattants du bien et tout, et il se révèle être un petit con. Blague de pipi, blague de prout, voilà, c'est très potache, c'est très enfantin comme humour. Mais grâce à son éducation et grâce à l'amour sincère de ses parents, il finit quand même par devenir une bonne personne et à même avoir une relation d'amitié avec l'enfant dragon qui a la perle du bien, pour rappel. Je schématise pas mal, hein, je sais plus les termes exacts, voilà, c'est pas ma culture. Dans le premier film, il devait surtout gérer par rapport à une malédiction qui concernait l'enfant qui aurait la perle du mal, qui se ferait exécuter au bout d'un certain âge, et comment qu'est-ce qu'il doit faire pour déjouer cette malédiction. Mais dans le 2, c'est là que ça devient un peu plus compliqué et un peu plus intéressant. Parce que là, on explore un petit peu la hiérarchie de ce monde-là, où l'enfant qui a la perle du mal doit essayer de faire croire qu'il est un gentil, voilà, avec en collaborant avec l'enfant de dragon. Il y a tout un truc où les deux gosses, ils ont perdu leur corps à la fin du premier film, et il y a pas de souci parce qu'on a juste à leur refaire un autre et tout. C'est les histoires d'âme et de réincarnation et tout, c'est normal dans cet univers-là. Mais l'enfant du dragon, qui est un petit peu au cœur du conflit entre les démons et les humains, a perdu son nouveau corps. Donc du coup, les deux gosses doivent partager le même corps, et pour pouvoir récupérer ce deuxième corps, ils doivent convaincre les mecs de la haute, voilà, les dieux, quoi, en démontrant à quel point cet enfant-là, qui est supposé être le gentil gosse, donc c'est un petit peu compliqué à faire, est digne d'être dans leur rang. Sauf que ça va être un peu plus compliqué. Je vais pas vous gâcher tous les twists et tout. Tout ce que je vais dire, c'est que, ok, l'humour est toujours pas mal potache, l'animation est très expressive, les personnages sont très drôles, mais aussi ils sont beaucoup plus développés. Genre, tu pensais les saisir dans le premier film, et tu découvres de nouvelles nuances dans ces personnages, tu découvres vraiment une plus grande profondeur sur certains d'entre eux. Et tout le truc de ce gamin qui doit se conformer à l'idéal des dieux pour être dans leur rang, ça commence à se retourner un petit peu pour justement remettre en question tout ce système qui a été mis en place. Il y a des moments où il va dans l'émotion et putain, il va à fond. Genre, il y a un certain personnage qui meurt dans cette histoire. Il y a beaucoup de personnages qui meurent en fait. C'est même étonnant que ce film se soit permis de tuer certains personnages. Mais il y en a un dont la mort est vraiment particulièrement touchante. Hein. Ils vont vraiment à fond de l'ugly cry, de l'injuste de la situation et de la discussion sincère avant la mort. Mais surtout, l'autre argument qui a beaucoup aidé à le positionner là-dessus, les scènes d'action. C'est de loin les combats Dragon Ball Ziens les plus dantesques que j'ai jamais vus. C'est créatif, c'est puissant, ils arrivent à avoir de super idées visuelles, genre par exemple, tu as deux armées de personnes super puissants et volants qui s'affrontent, et ils sont tellement nombreux que pour avoir la vue d'ensemble, t'es tellement éloigné que tu vois même pas les personnes, tu vois des vagues en fait. Et du coup, ces armées se mélangent comme des vagues pendant qu'ils se battent et tout, et c'est waouh! Surtout voir ça en salle, c'est incroyable. Tu vois ces scènes et tu te dis, bah tu m'étonnes que Disney n'ait jamais réussi à conquérir ce public. Ils sont trop mid pour arriver à ce stade. Et ouais, la relation entre les deux gamins, voilà. On va encore me dire que je vois encore des LGBT de partout, mais là pour le coup, apparemment, ça a un certain impact sur la population chinoise parce que la considération des LGBT c'est compliqué, bien sûr, là-bas, on devait vous en douter. Donc du coup, cette représentation, ça galvanise un petit peu le combat LGBT là-bas, apparemment. Donc, bah écoute, tant mieux. Hein, la représentation c'est importante, une fois de plus. Hein. Comme quoi Disney qui censurait les LGBT soi-disant pour faire plaisir aux Chinois, bah ils avaient tort, au contraire, il y avait un public pour ça. Clairement il y a un 3 qui arrive et bon sens. Ils vont encore plus loin dans le 3, j'arrive même pas à imaginer, genre vraiment je suis incapable de voir qu'est-ce que tu peux faire de plus par rapport à tout ce qui se passe dans le 2. C'est tellement incroyable ce qui se passe dans le 2, mais j'en dis pas plus, faut que vous voyez ce film. Malheureusement, je crains que vous n'ayez pas d'autre moyen que le téléchargement pour le voir, voilà, les films chinois comme ça, ils sont très mal distribués, donc voilà quoi, faites-moi confiance là-dessus, ça vaut vraiment le coup comme film. Et en numéro 1, encore une fois, je vous demande de bien vous agripper par rapport à ce que je disais sur ce top, c'est surtout mes goûts, mon opinion, c'est pas objectif du tout. Pas seulement parce que je sais que ce film a fait pas mal de polémique auprès de personnes pas du tout respectables, que beaucoup de gens très têtus adorent rabaisser ce film parce qu'il ne correspond pas à leur idéal de cinéma ou d'idéologie, mais aussi que, ouais, clairement, ce film est probablement sur le plan technique inférieur à Avatar 3, une bataille après l'autre et Ninja 2, mais... Bon, numéro 1, à moi, personnellement, subjectif, j'insiste là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Superman. Oui, voilà, je vous l'ai dit, accrochez-vous. Alors, j'ai prévu un très gros fermé-là sur Superman. J'ai été pas mal inspiré pour un scénario, surtout au vu des polémiques débiles, des mecs qui veulent absolument que ce soit le pire film de tous les temps, juste pour avoir raison sur que ce soit Zack Snyder ou sur la politique ou quoi que ce soit. Mais en gros...
c'est le film que le fan de Superman que je suis, qui a grandi avec du contenu Superman depuis la tendre enfance, voulait voir depuis toutes ces années. J'ai défendu des tas de films Superman qui sont sortis avant, que ce soit le Superman Returns ou même Man of Steel, mais ces films-là, c'était surtout que il y avait un fragment de l'idéal d'adaptation de Superman que j'espérais voir développer dans une suite, qui soit n'est jamais arrivé dans le cas de Superman Returns, soit est arrivé mais est allé dans une direction complètement à l'ouest, dans le cas de Man of Steel. Mais le film de James Gunn, c'est tout ce que je voulais voir dans un film Superman. Bon, il y a toujours matière pour faire des suites, évidemment, hein, c'est pas tout, mais on retrouve le personnage ultra optimiste qui fait des discours inspirants qu'il y avait dans les comics. On a toujours la proportion d'action de Man of Steel, voilà, c'est le truc qui me fait un petit peu délirer par rapport à ceux qui veulent absolument faire croire que Man of Steel est un meilleur film, parce que dans celui-là, il y a des scènes d'action beaucoup plus dantesques. Je suis désolé, mais les scènes d'action de Superman, elles se défendent totalement, hein. Elles sont même beaucoup plus créatives en termes de mise en scène et d'idées de chorégraphie que Man of Steel, où c'est juste tap, quelques sonic boom et des trucs qui explosent derrière, voilà. Et je dis ça alors que j'aime toujours Man of Steel, hein, notamment pour ses scènes d'action, hein. Mais c'est vraiment le côté positif et lumineux du personnage et vraiment son univers pop. J'aime bien le fait que le film te dit dès le début, c'est un peu le truc qui bloque le MCU en ce qui me concerne, c'est qu'ils essayent toujours de rester dans le monde tel qu'on le connaît, au lieu d'assumer que, ouais, voilà, le monde, il est plus du tout le même depuis Iron Man, donc maintenant, il faut que la société change concrètement par rapport aux super-héros et tout, au lieu de vraiment insister sur le fait que, non, c'est toujours comme dans d'autres mondes, c'est juste que quelquefois, il y a des super-héros qui passent. Celui-là, dès le début, on dit, ouais, non, les super-héros, ils sont banalisés, ils font partie de notre société, on a nos propres villes, nos propres sociétés, nos propres trucs de bouffe, etc., nos propres chaînes de télé, même la musique, on fait en sorte de créer des groupes de rock qui sont spécifiques au monde de Superman. Bon, il y a aussi des groupes de rock connus, bien sûr, mais voilà. Et c'est une bien meilleure base pour un nouveau univers cinématographique, parce que voilà, c'est un petit peu trop tard pour faire des histoires où, oh mon dieu, le monde découvre que les super-héros existent. Bah non, surtout dans le paysage cinématographique, là, c'est banalisé, les super-héros. Justement, tu dois montrer un monde qui a l'habitude des super-héros. Et il y en a beaucoup qui critiquent de mauvaise foi certaines scènes qui reposent sur le fait que, justement, les gens trouvent ça normal, genre par exemple, la fameuse scène où Superman reste dans son appartement pendant qu'il y a une bataille de super-héros là-bas avec une espèce de créature qui, ils expliquent en plus que c'est une créature qu'ils peuvent totalement gérer, donc voilà, c'est même pas comme s'il laissait crever la ville, non du tout, il sait juste très bien que la ville est déjà gérée. Pour moi, c'est ma scène préférée parce que justement, ça donne vie à cet univers qui justement est habitué à toutes ces saloperies d'aliens, d'autres dimensions qui menacent la Terre et qui sont combattus par des super-héros, mais il y trouve quand même une beauté. Il profite vraiment du design de la créature pour faire de super jeux de lumière et quand même donner un côté intimiste à la discussion entre Superman et Lois, et qui va complètement avec leur discussion parce que justement c'est toi tu vois la beauté dans toute chose et justement c'est le moment où on voit un truc qui normalement n'est pas beau, hein, un combat de super-héros, et en faire quelque chose de magnifique quoi. C'est des super images qui ressortent de cette scène. Et aussi n'en déplaise à ceux qui pensent que Man of Steel c'est l'idéal d'adaptation de Superman, je suis désolé mais c'est le film de James Gunn le Superman le plus fidèle. Il assume l'univers du comics, il assume même les éléments les plus débiles. Je suis désolé les gens, mais Krypto fait partie de l'univers de Superman, faut l'accepter, ça fait des années qu'il est là. Ouais, mais c'est juste un générateur à blagues sur le fait que c'est un chien avec des super pouvoirs un petit peu débiles. Bah oui, vous venez de résumer Krypto depuis sa première apparition dans les comics en fait. Hein. Je veux dire quoi, vous vous plaignez qu'on fasse pas un personnage complexe avec Krypto? Et même les trucs qui font polémique dans ce film-là, genre par exemple la révélation sur Jor-El qui aurait envoyé son fils sur Terre pour qu'il domine et refasse revivre la race kryptonienne, bah moi ça me fait penser à la fois où ils auraient essayé de faire un truc comme ça dans Smallville, sauf qu'ils avaient laissé tomber en cours de route parce que ils savaient pas faire une histoire où Jor-El était un connard. Donc moi au contraire je trouve ça cool, surtout que en revoyant les films Superman, surtout Man of Steel, le coup de Jor-El décide pour Superman quelle doit être sa destinée et tout, ça commençait à être vite chiant et un petit peu voilà quoi, en termes de valeur c'est pas ouf quoi, surtout dans Man of Steel. Décide ton propre destin, mais sauve quand même l'humanité en mettant ce costume et en montrant à quel point les Kryptoniens sont cool. Voilà, c'est pas bien mené quoi. Même le fait que ce soit pas une origin story alors que voilà c'est censé être un reboot et tout, et certains vont sûrement me ressortir que c'était une de mes critiques sur Spider-Man Homecoming, mais là ça me pose pas problème parce qu'on explore ses origines, tu vois, ça a beau de pas montrer ses premières années ce Superman là, mais au moins on re-questionne ses origines, ses idéaux et tout, et du coup on a quand même une présentation complète. C'est pour ça que là je l'accepte que ce premier épisode n'est pas une origin story du personnage. Non et puis voilà, faut le dire, James Gunn il a parfaitement compris
l'univers de Superman et il sait comment l'utiliser. Il arrive même à donner un rôle actif à Jimmy Olsen, le personnage que généralement les gens délaissent complètement. Le maximum qu'on ait eu, c'est comic relief un petit peu présent dans les films de Donner et de Singer et c'est tout. Et je parle même pas de Batman v Superman qui trouvait ça drôle de le buter. Là, c'est ma version de Jimmy préférée, quoi. C'est le mec un petit peu pas trop sûr de lui, qui est un petit peu geekos, mais qui... J'aime bien le fait qu'il y a un running gag sur le fait qu'il est accidentellement sexy en fait. Sur le fait qu'il a clairement pas la personnalité d'un tombeur ou quoi que ce soit, mais bizarrement toutes les femmes sont quand même fan de lui quoi. Il y en a qui aiment pas la relation avec Eva Tashmaker parce que oh là là Jimmy il est vraiment trop connard avec elle alors que elle est en train d'aider à détruire Lex, mais ce qui m'inquiète parce que du coup les gens ils voient pas que en fait c'est Jimmy qui se fait harceler sexuellement par cette folle. Même le coup des singes qui sont programmés pour taper des messages haineux sur Twitter, c'est totalement un truc qui se passerait dans un comics comme All Star Superman ou quoi. C'est tellement ce mélange de bizarrerie pulp de SF avec un rôle un peu moderne, voilà justement avec le réseau social et tout, qui fait tout l'intérêt de certains comics Superman quoi. Donc du coup moi j'étais dedans quoi. Donc du coup ouais moi c'était exactement ce genre de délire que j'attendais d'un film sur l'univers de Superman. C'est même des trucs que j'osais pas espérer dans un film live et c'est quand même cool de les voir. Mais ouais voilà cette nouvelle version de Superman, je suis à fond dedans. J'ai prévu de dire encore plus de raisons pourquoi j'aime ces films dans le Fermé-la en question. Et ouais j'ai hâte de voir la suite. Bon j'avoue, je suis pas encore totalement emballé par Supergirl. Il y a un bon réalisateur, il y a une bonne actrice dans le truc, il y a un bon concept, voilà, l'adaptation de Woman of Tomorrow, c'est un très bon choix pour un premier film de Supergirl, mais je suis pas encore emballé. Par contre, Superman Man of Tomorrow, là, je suis intéressé, bien sûr, vu que James Gunn revient pour réaliser celui-là. Et le reste, bah, on verra bien ce que ça donne, hein. Pour l'instant, dans les films de DC qui m'intéressent le plus cette année, ça va surtout être Clayface pour ce qui me concerne, mais bon. Les seuls défauts, et encore, c'est vraiment du chipotage, c'est... Ok, peut-être que la musique a des limites par-ci par-là. Moi, honnêtement, plus je réécoute la musique, plus je l'aime bien, mais j'en connais beaucoup qui détestent la musique de ce film-là. Notamment le choix d'avoir repris le thème de John Williams. Mais ils font des choses intéressantes avec ce thème en termes de musique, et voilà quoi, ce serait complètement con de passer à côté de l'occasion de l'utiliser de John Williams quoi. Mais vraiment le seul truc que j'ai vraiment pas aimé, c'est peut-être certains costumes, notamment celui de Superman. J'aime pas ce S là, je le trouve beaucoup trop schématique. Je préfère vraiment le S comme le Richard Donner ou le Superman Returns, mais juste le trait comme ça et t'imagines que c'est un S. Voilà, je suis pas fan. Voilà, c'est pas grave, je peux accepter que ce blason ce soit pas mon blason préféré, mais voilà. Et juste, voilà quoi, comme je le disais tout à l'heure, les films préférés, c'est ceux qui arrivent à me faire rire et à me toucher en même temps, et c'est totalement ce qui se passe avec ce film-là. Je rigole énormément, je suis incroyablement touché par tout le complexe de Superman dans ce film-là, et les différentes scènes qu'il a avec Loïs, avec son père adoptif, hein, je précise. Et le discours, quoi, putain de merde, à la fin, il te fait un discours à la Othello, quoi. Bref, c'est un film que j'adore revoir et re-revoir, vraiment. C'est toujours autant de plaisir à le revoir et j'ai hâte d'en voir plus de cet univers-là. Oui, j'ai vu la saison 2 de Peacemaker et oui, c'était très bien. Un petit peu anticlimatique, mais bon, c'est volontaire et un peu frustrant par rapport à la suite. On sait pas encore s'il va y avoir une saison 3, quoi. Mais bref, pour ce qui est de la liste en elle-même, je suis enfin arrivé à bout, hein. Je suis désolé si j'ai encore pris trop de retard et que j'ai fini par sortir cette vidéo en mars, hein. Je suis désolé. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis très lent en termes de montage ces temps-ci. Le flop est toujours prévu, hein. Je m'en occupe tout de suite après que j'ai fini le montage de cette vidéo-là. Et désolé que ça mette en retard le deuxième partie du Fermé-la sur Blanche-Neige, mais je l'ai pas oublié, vous en faites pas pour ça. Cela étant dit, merci d'avoir regardé ce top jusqu'au bout, et à la prochaine sur Fermé-la.